Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une période vraiment extraordinairement dense et agitée aussi, de l'histoire colombienne. On couvre presque un siècle complet, hein, depuis on va dire, les rêves d'indépendance de Bolivar jusqu'à la perte assez traumatisante du Panama au tout début du XXe siècle. Oui, bonjour, c'est une période fascinante, tout à fait. Pour cette discussion, on s'appuie sur un texte historique assez détaillé qui retrace toute cette époque, bon, de 1810 à 1903 en gros. Notre but, c'est un peu de décrypter comment se sont forgées les fondations de la Colombie moderne. Avec des idéaux grandioses, oui, mais aussi, Mais aussi beaucoup de conflits internes, quasi permanents, et puis des pressions extérieures qui ont été décisives. carrément, Ce qui est passionnant, je trouve, c'est que ça montre un pays qui naît littéralement dans la douleur, constamment tiraillé entre des visions politiques radicalement opposées. On va voir ensemble comment la Colombie a essayé de forger son identité au milieu de ces guerres civiles à répétition, des interventions étrangères aussi. C'est un peu un laboratoire politique, quoi. oui, c'est ça. Explorons un peu les moments clés, les figures qui ont marqué ce parcours, pour le moins tumultueux. Très bien, alors allons-y. On commence où? Comme souvent en Amérique latine à cette époque, tout part de l'affaiblissement de l'Empire espagnol. Oui. Accéléré bien sûr par l'invasion de l'Espagne par Napoléon en 1808, ce vide de pouvoir, ça ouvre une brèche pour les idées d'indépendance. Exactement. Et là, il y a une figure qui émerge très, très vite, Simón Bolivar, le fameux Libertador. Et son ambition, elle est immense. Rien de moins que de créer la Grande Colombie. La Grande Colombie. Oui, une fédération énorme qui devait unir les territoires actuels du Venezuela, de la Colombie, de l'Équateur et du Panama. C'était un rêve d'unité, de puissance face aux anciens colons et puis aux nouvelles puissances aussi. Un rêve immense, mais qui, comme souvent, se heurte assez vite à la réalité du terrain. Dès le début, en fait, on voit apparaître des lignes de fracture. Il y a d'abord l'opposition classique, créole contre espagnol fidèle à la couronne. Mais il y a une autre division, plus profonde, plus durable. C'est ça, celle qui va vraiment structurer la suite. L'opposition entre les fédéralistes et les centralistes. C'est vraiment le cœur du problème au départ. Hmm. D'un côté, on a les fédéralistes, avec une figure comme Francisco de Paula Santander. Eux, ils veulent une large autonomie pour les provinces, ils respectent les particularismes locaux. Et de l'autre, les centralistes, plutôt autour de Bolivar, qui eux plaident pour un pouvoir fort, centralisé à Bogota. Pour eux, c'est la seule façon de garantir l'unité et la survie du nouvel État. Et il faut imaginer aussi le territoire. C'est immense, montagneux, les communications sont terriblement difficiles à l'époque. Ah oui, ça n'aide pas du tout. Du coup, comment administrer efficacement un ensemble pareil? Les rivalités personnelles, politiques, elles prennent vite le dessus. De Bogota, mené par Antonio Nariño, et même si la Grande Colombie est officiellement fondée en 1821 avec la constitution de Cúcuta, le ver est dans le fruit, quoi. L'union ne va tenir qu'une dizaine d'années. Oui, ça se délite très vite. 1829, le Venezuela fait sécession. L'Équateur suit en 1830 et Bolivar, lui, il est épuisé. Physiquement, moralement, après des années de campagne militaire. Le texte mentionne ce chiffre fou de 70 000 kilomètres à cheval. Incroyable, oui. Ça donne une idée de l'effort surhumain. Il voit son œuvre s'effondrer, il tente une dictature temporaire, il échappe même à un attentat. C'est ça. Puis il se retire et il meurt fin 1830. Son grand rêve d'unité, il s'écroule. Et ce qui reste en 1831, après quelques gouvernements provisoires, c'est la République de Nouvelle-Grenade. En gros, la Colombie actuelle plus le Panama. Donc une naissance marquée par l'échec de ce grand idéal unificateur. Et surtout, elle porte déjà en elle cette opposition fondamentale entre deux visions du pays, Oui. qui va ensanglanter tout le 19e siècle. Et ces conflits, ils ne tardent pas du tout. Le 19e siècle colombien, c'est vraiment l'histoire d'un affrontement quasi ininterrompu entre deux grands courants politiques, ceux qui vont structurer toute la vie du pays, les libéraux et les conservateurs. C'est un peu la clé de lecture essentielle pour comprendre cette période, non? Absolument. C'est la grille de lecture principale. Leurs désaccords sont profonds. Ils touchent vraiment à la nature de l'État, de la société. Les libéraux, souvent vus comme les héritiers de Santander, militent pour le fédéralisme, la séparation de l'Église et de l'État, le libre-échange, plus de liberté individuelle. C'est eux d'ailleurs qui vont abolir l'esclavage en 1851.
Et en face, on a les conservateurs, souvent issus des cercles plus proches de Bolivar au départ. Eux, ils défendent un État centralisé, un rôle majeur pour l'Église catholique, vue comme un ciment de l'unité nationale, Exactement. un certain protectionnisme économique, et puis un ordre social plus traditionnel, plus hiérarchisé. Ce qui est frappant, et le texte le montre bien, c'est que cette opposition, ce n'est pas juste une divergence politique normale, quoi. Ça devient une lutte presque existentielle pour l'âme du pays. Chaque camp est persuadé que l'autre mène le pays à la catastrophe. Et ça se traduit par quoi? Par une instabilité politique, institutionnelle, chronique. Chronique, oui, le mot est faible. Le pays change de nom tout le temps. République de Nouvelle-Grenade jusqu'en 58, puis Confédération grenadine jusqu'en 63, puis États-Unis de Colombie jusqu'en 86. C'est ça. Chaque changement de nom, c'est une nouvelle constitution, souvent adoptée après une guerre civile. C'est un cycle infernal. Tout à fait. Les guerres civiles deviennent la norme presque. La source en cite plusieurs, la guerre des suprêmes de 39 à 42, déclenchée par une mesure anticléricale, celle de 1860-1861. Mais au-delà de la liste, ce qui est important, c'est de comprendre ce que ce cycle révèle. Une incapacité profonde à trouver un consensus durable sur l'organisation du pays. Les élections sont contestées et hop, les armes prennent le relais. C'est dans ce contexte qu'émerge une figure assez incroyable, Thomas Cipriano de Mosquera, président 4 fois. Oui, personnage fascinant. Et surtout, il illustre bien les reclassements politiques possibles. Il commence conservateur dans les années 40, il modernise déjà pas mal de choses, puis il devient un libéral radical dans les années 60. C'est ça. C'est lui qui est derrière la fameuse constitution de Rio Negro en 1863. À la constitution de Rio Negro, un moment clé. C'est vraiment l'apogée du libéralisme radical. On les appelait parfois les Golgotha, un terme qui venait soit de leur volonté de crucifier les conservateurs, soit de leur rhétorique enflammée. Les sources divergent un peu. D'accord. Mais cette constitution, elle pousse le fédéralisme à l'extrême. Les 9 États deviennent souveraines. Ils ont leurs propres armées, leurs propres impôts. Le pouvoir central est réduit à presque rien. Le président n'est élu que pour 2 ans, non rééligible immédiatement. C'est une expérience vraiment radicale de décentralisation. Une expérience qui forcément va aussi créer ses propres problèmes. Cette grande autonomie des États, la forte laïcisation, on expulse les jésuites par exemple, ça provoque des résistances. Bien sûr. Et paf, une nouvelle guerre civile éclate en 1876-77. Les conservateurs refusent les résultats d'une élection présidentielle très serrée. Et même si les libéraux gagnent militairement cette guerre-là, ce conflit montre bien les limites de ce modèle ultra-fédéraliste. Les tensions sont toujours là, bien présentes. C'est dans ce climat un peu de désillusion face au radicalisme libéral qu'une autre figure majeure va apparaître et proposer une rupture, Rafael Núñez. Núñez, encore un personnage au parcours intéressant. D'abord libéral, mais il évolue. La source dit qu'il était qualifié de draconiano. Oui, c'était le terme pour les libéraux plus modérés, plus autoritaires, par opposition aux radicaux Golgothas. D'accord. Et il devient le théoricien de ce qu'il appelle la régénération. Son slogan est clair, régénération administrative ou catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette régénération ? Face à ce qu'il voit comme l'anarchie, le chaos du fédéralisme libéral, Núñez propose un programme complètement opposé. Premièrement, retour à un État fort, centralisé. Ok. Deuxièmement, protectionnisme économique pour développer l'industrie nationale. Et troisièmement, c'est crucial, rétablir le rôle central de l'Église catholique, vu comme un pilier de l'ordre social, de l'unité nationale. Il veut vraiment refonder la nation sur des bases plus autoritaires, plus traditionnelles. Et il va y arriver. Il est élu en 1880, puis réélu en 1884, avec le soutien des conservateurs et d'une partie des libéraux modérés. Et il profite d'une nouvelle guerre civile en 1885 pour dire que la constitution de Rio Negro est morte. Il convoque alors une assemblée qui rédige la Constitution de 1886. Terre centralisée, présidentielle, le mandat du président passe à 6 ans. Les gouverneurs des départements qui remplacent les États souverains sont nommés par Bogota. Et surtout, le catholicisme redevient religion d'État. C'est confirmé par un concordat avec le Vatican en 1887. C'est incroyable quand on y pense. Cette constitution, Elle va rester en vigueur, bon, avec des modifications bien sûr, mais pendant plus d'1 siècle.
jusqu'en 1991, Tout à fait. elle a durablement façonné la Colombie moderne. Mais cette régénération, si elle apporte une certaine stabilité au début, c'est au prix d'une forte concentration du pouvoir Exactement. et de l'exclusion des libéraux radicaux, qui sont mis sur la touche. C'est ça le problème. Cette hégémonie conservatrice portée par Núñez, puis par ses successeurs comme le très intransigeant Miguel Antonio Caro, ça crée un ressentiment énorme chez les libéraux. Ils se sentent marginalisés, voire persécutés. Et c'est cette accumulation de frustration qui va mener à la guerre civile la plus terrible du siècle. La tristement célèbre guerre des 1000 jours, qui a duré en fait plus de 3 ans, de fin 1899 à fin 1902. Une vraie catastrophe nationale. Une catastrophe, oui, le mot est juste. Le conflit éclate sous la présidence de Manuel Antonio San Clemente, un conservateur très âgé, ce qui fragilise un peu son autorité. Les libéraux radicaux, menés par des gens comme Rafael Uribe, prennent les armes. La guerre s'étend à tout le pays, y compris l'isthme de Panama. Et elle est d'une violence inouïe. Les chiffres des pertes humaines sont effarants pour l'époque. On parle de 100 000, peut-être même 200 000 morts, dans un pays bien moins peuplé qu'aujourd'hui. Oui, c'est énorme. Le pays est laissé exsangue, ruiné économiquement. Et ce conflit, il déborde même les frontières. Il implique les voisins. Le Venezuela et le Nicaragua soutiennent les libéraux colombiens. Tandis que le gouvernement colombien appuie leurs opposants respectifs chez eux. Il y a même des combats directs entre armées régulières à la frontière vénézuélienne. Et le Panama devient un théâtre d'opérations majeur. C'est précisément dans ce contexte de chaos total, avec un gouvernement colombien affaibli, divisé, le président San Clemente est même renversé par son vice-président en 1900, que la question du canal de Panama va devenir brûlante. Et prendre une tournure dramatique. Exactement. Parce que les États-Unis, sous l'impulsion d'un Theodore Roosevelt très partisan de l'expansionnisme américain et de sa diplomatie du gros bâton, Oui, le Big Stick. ils ont des vues sur l'isthme. Ils veulent construire ce canal interocéanique, c'est un projet stratégique majeur pour eux. Ils reprennent le flambeau après l'échec de la compagnie française de Lesseps. C'est ça. Et la Colombie, elle, épuisée par 3 ans de guerre civile, elle est en position de faiblesse extrême pour négocier quoi que ce soit. Washington essaye d'abord la voie diplomatique, avec le traité Hérin-Haay. Il accorderait aux États-Unis le contrôle de la zone du canal. Mais Mais le Sénat colombien, dans un sursaut de nationalisme, ou peut-être par calcul politique interne, qui sait, refuse de ratifier ce traité. Il le trouve trop défavorable. Et c'est là que Roosevelt change complètement de stratégie. Fini la diplomatie. Et là, c'est l'intervention directe. Novembre 1903, Washington profite de la présence continue de troupes libérales rebelles sur l'isthme, de l'agitation séparatiste locale qui était encouragée en douce par les Américains et les Français de la Compagnie du Canal, Tout à fait. et ils envoient leurs marines. Quand les indépendantistes panaméens proclament la sécession, eh bien les navires américains empêchent les troupes colombiennes, envoyées pour mater la rébellion, de débarquer. C'est aussi simple que ça. Le scénario est implacable. Le 3 novembre 1903, l'indépendance du Panama est proclamée, reconnue par les États-Unis en un temps record, et quelques jours plus tard à peine, Washington signe avec le tout nouvel État panaméen qui est représenté par un Français, Philippe Buno-Varia, très lié aux intérêts du canal, le traité Hay-Buno-Varia. Incroyable. Et ce traité leur accorde le contrôle à perpétuité d'une large zone pour construire et opérer le canal. Et la Colombie perd comme ça une province essentielle. Stratégiquement, économiquement, c'est une humiliation nationale profonde. Un traumatisme dont les échos vont se faire sentir très longtemps. Oui, vraiment. Et le symbole est terrible. La paix qui met fin à la guerre des 1000 jours, elle avait été signée quelques mois plus tôt, en novembre 1902, à bord d'un navire de guerre américain, l'USS Wisconsin, dans la baie de Panama. Un symbole très très fort, en effet, de la fin d'une époque et de l'entrée de la Colombie affaiblie, amputée, dans la sphère d'influence directe des États-Unis au XXe siècle. Voilà, donc un peu le tableau à la fin de ce premier siècle d'indépendance, un siècle ouvert par les rêves immenses de Bolivar, mais dominé par une lutte féroce, destructrice, entre libéraux et conservateurs. Oui, Une instabilité politique, constitutionnelle, devenue la norme. Et pour finir, une guerre civile dévastatrice qui ouvre la voie à la perte du Panama sous la pression américaine. ces 100 années de tumulte ont laissé une empreinte indélébile sur l'identité, sur la culture politique colombienne. Cet héritage de polarisation extrême, cette habitude presque de régler les différends politiques par la violence,
Cette méfiance envers le pouvoir central ou au contraire cette aspiration à un pouvoir fort pour mettre fin au désordre, tout ça, ça va continuer à peser très très lourd au XXe siècle. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question à laisser mûrir. Dans quelle mesure est-ce que cette histoire, cette culture politique forgée dans le conflit quasi permanent, cette incapacité chronique à construire un consensus national, dans quelle mesure est-ce que ça a créé un terrain fertile pour les violences futures? On pense notamment à cette autre période tragique, la violencia, qui éclatera quelques décennies plus tard, Oui, qui verra à nouveau s'affronter libéraux et conservateurs. avec une brutalité effroyable. Tout à fait. C'est une question essentielle. C'est sur cette interrogation donc que se termine notre discussion d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse des sources sur un siècle fondateur et particulièrement tourmenté de l'histoire colombienne.